Dans le cadre de l'espace Cimatech au cœur du village Startup. Je m'appelle Pierre Compère et donc je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, un pôle de compétitivité, c'est-à-dire une association reconnue par l'État et des régions comme un moteur de l'écosystème d'innovation. On rassemble des startups, dont beaucoup d'ailleurs sont présentes sur ce village, des PME, des entreprises, des offreurs de solutions comme des opérateurs des filières, ainsi que des acteurs publics, acteurs de la recherche, acteurs du développement économique, des collectivités locales. Et notre boulot, c'est de fédérer tout ce petit monde pour faire émerger et se concrétiser des projets d'innovation. Donc aujourd'hui, on va parler d'agriculture régénératrice, un terme qui est sur toutes les lèvres. Et il nous a semblé important de poser quelques définitions sur ce nouveau concept de l'agroécologie. En tout cas, un nouveau concept, pas si nouveau que ça, on va y revenir. Et il nous semblait important de dire, au-delà des mots et des incantations, comment concrètement on pouvait tendre vers ce mode de production qui semble paré de toutes les vertus et quels sont les acteurs qui vont pouvoir accompagner les agriculteurs dans leur transition. On se posera la question notamment du rôle des organisations professionnelles et économiques agricoles, que ce soit des coopératives ou d'autres acteurs des filières. Je vais pour cela être accompagné d'un certain nombre d'intervenants que je vais appeler à la barre, entre guillemets, un par un, avec lesquels je vais avoir un premier échange. Et une fois que la table ronde sera constituée, on pourra avoir quelques questions et un échange transversal. Donc moi, de mon côté, je vous le disais, je m'appelle Pierre Compère et je suis directeur du développement des entreprises adhérentes à Agri Sud-Ouest Innovation. Alors, je vais commencer par appeler Michel Duru. Bonjour Michel, merci de nous rejoindre. Je vous invite à vous asseoir. Donc Michel, vous êtes directeur de recherche à INRAE et vous allez porter un regard académique et scientifique sur les concepts agronomiques sous-jacents à cette question de l'agriculture régénératrice. Et je voulais vous poser une première question. Une agriculture régénératrice, qu'est-ce que c'est et comment, dans quel cadre un peu théorique s'inscrit cette agriculture régénératrice? Bien, actuellement, la recherche académique au niveau mondial s'accorde à dire qu'il y a une vision duale de l'agriculture. Sur la partie gauche, vous avez l'agriculture avec ses impacts. L'agriculture, c'est utilise des ressources, de la terre, de l'eau, de l'énergie, et ça a un effet plutôt négatif sur les émissions de gaz à effet de serre, dont on parle beaucoup actuellement, mais aussi sur l'eutrophisation des eaux par les excès de phosphore et d'azote, sur les particules fines, il y a les résidus de pesticides, c'est pas bon pour la biodiversité et pour nous. Et puis il y a l'autre vision qui est sur la partie droite, c'est dire l'agriculture, ça peut aussi rendre des services à elle-même. C'est-à-dire qu'on peut remplacer tout ou partie des intrants de synthèse, par exemple l'azote par des légumineuses. On peut avoir des plantes qui s'enracinent profondément pour structurer le sol, ça peut remplacer le labour. Et puis ça fournit aussi des services à la société. Ça régule le climat par séquestration du carbone. Ça peut aussi épurer l'eau et produire des produits agricoles à très bonne valeur alimentaire. Et donc, actuellement, comment on fait par rapport aux grands enjeux? Eh bien, il y a une agriculture dite conventionnelle, c'est pas critique ce que je dis, qui sur la partie gauche dit on va réduire les impacts. Il faut descendre un peu le micro, Michel. Oui, on va réduire les impacts. Voilà. Et puis il y a les agricultures alternatives, c'est-à-dire on va augmenter les services. Et en augmentant les services, on réduit les impacts parce qu'on utilise moins d'intrants. Et elle met sur... Alors là, il y a l'agriculture biologique, il y a l'agriculture de conservation des sols. Et la spécificité de l'agriculture régénératrice, c'est que ça met l'accent sur les services rendus à la société. Vous avez entendu parler du 4 pour 1000. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir réparer les dégradations, c'est-à-dire réparer la terre, réparer le climat, réparer la biodiversité. Donc l'agriculture régénératrice s'inscrit dans cette colonne de droite. De droite. Donc on comprend, c'est une façon aussi de concevoir l'agriculture en termes de mode de production et de technique de production, mais aussi une façon de concevoir l'agriculture en termes politique, au sens noble du terme, de politique publique et économique, d'essayer de voir comment valoriser les services écosystémiques et non pas seulement vouloir réduire des impacts. C'est bien ça. C'est ça, oui. Alors que l'agriculture conventionnelle, on est plus dans la réduction des impacts, mais la grande question, beaucoup pensent que ça ne suffit pas. Et donc, fournir des services à la société, c'est-à-dire réparer la terre, le climat, l'eau, dans ce qu'on appelle les communs, puisque tout le monde est concerné. L'agriculture est une activité privée, mais elle va impacter justement
au-delà du périmètre de l'exploitation agricole. N'en disons pas trop tout de suite, on va poursuivre la discussion juste après. J'ai proposé à Sébastien Roumégous de se joindre à moi. Rebonjour Sébastien, se joindre à nous. Bonjour. Donc Bonjour Sébastien, tu es président de Biosphère, donc, qui est une entreprise de conseil qui a pour vocation de simplifier la transition vers l'agroécologie. Cette entreprise porte des activités d'expérimentation terrain, c'est ce qui va nous intéresser, mais également des actions de formation, voire des laboratoires d'analyse. Et avec toi, l'idée, c'est d'avoir une approche plus terrain, plus technique, plus agronomique, dans la mesure où tu accompagnes des acteurs agricoles dans leur transition. Et fort de cette expérience, tu vas pouvoir nous expliquer peut-être quel est l'enjeu de cette transition. Est-ce qu'on claque des doigts ou est-ce que finalement c'est plus long que ça? Eh bien, en fait, on est sur une transition qui va être, on va dire, à l'interface entre de la technique, puisque forcément on met en œuvre d'autres séquences techniques, d'autres itinéraires techniques. Donc on a forcément des défis de machinisme, on a des défis également de capacité du milieu à accueillir un certain nombre de pratiques agricoles. Nous, souvent, on parle d'agriculture de conservation, mais pour réduire le travail de sol, il faut à un moment donné que le sol ait une santé biologique qui soit effective. Donc si on n'a pas la population de lombric cible, à 1,5 tonne, 2 tonnes à l'hectare, il va falloir aérer le sol, puisqu'on n'a pas l'agent biologique qui vient l'aérer naturellement. Maintenant, on a aussi un enjeu social, quasiment un enjeu de génération ou de tradition, puisque on a un ensemble de compétences et de connaissances à mettre en œuvre, tant pour le technicien d'ailleurs que pour l'agriculteur, qui va lui demander un apprentissage nouveau. Et c'est toujours très compliqué de passer d'expert à apprenant. Quand ça fait 20 ans des fois qu'on fait quelque chose, d'un coup on doit réformer ses façons de faire, où il y a d'autres règles du jeu qui entrent en compte, et on doit se mettre en transition. Et donc dans ce déroulé-là, un agriculteur, en partant d'un niveau, on va dire que s'il a une agriculture tout à fait très conventionnelle, c'est-à-dire productive et efficace, on a fait des choses, enfin il faut quand même le dire, en après-guerre, on devait fournir de l'alimentation. On a réussi ce défi de façon extraordinaire. Aujourd'hui, il faut fournir de l'alimentation, tout en ne dégradant pas l'environnement, voire en le régénérant, c'est l'enjeu aussi de la discussion d'aujourd'hui. Et donc ça demande de travailler différemment. Et donc on va devoir avoir une phase d'apprentissage qui dure environ 2 à 3 ans, et ensuite une phase de consolidation des acquis, avec de l'acquisition souvent de matériel ou une réforme de la structure d'exploitation. Et donc en partant, on va dire, du niveau, je vais dire 0, pour arriver à une forme de maturité, il faut entre 5 et 7 ans sur une exploitation agricole. Et ce qu'on comprend, ce n'est pas qu'un enjeu qui se gère à l'échelle de la parcelle, ni même du système de production, mais qu'il y a une conséquence organisationnelle probablement extrêmement forte qu'il faut tenir en compte. Alors, nous, on a essayé un peu de craquer ce code-là, c'est-à-dire que, en fait, il y a une agroécologie ou une agriculture régénératrice un peu jusqu'au boutiste, et puis il y a des formes intermédiaires qui vont en fait ne pas trop impacter l'organisation, faire assez rapidement gagner de l'argent et du temps si c'est bien calibré, et les services seront peut-être un peu moins puissants, mais on aura quand même quelque chose qui sera efficace. Et donc, voilà, on a une forme de la transition. De graduation en fait, possible. Voilà, on va voir ça tout à l'heure avec quelques illustrations. Troisième intervenant de cette table ronde, c'est donc Michael Pourcelot. Michael, tu es manager chez AgroSolutions, un cabinet d'expertise conseil en agronomie et en environnement. Et si je t'ai proposé que tu te joignes à nous, c'est parce que tu conseilles aussi non seulement des acteurs coopératifs, mais aussi des acteurs un peu plus en aval et en amont de la chaîne de valeur, que ce soit des agroéquipementiers ou des industriels de l'agroalimentaire. Et il me semblait utile de se poser la question de quel est le rôle de ces acteurs-là en amont et en aval de l'agriculteur dans l'accompagnement, la sécurisation, la rémunération peut-être de cette transition. Oui, effectivement. Donc, comme le constatait Michel, la définition de l'agriculture régénératrice, c'est quelque chose qui est compliqué déjà pour le monde académique. Mais alors, quand on en parle au consommateur, qui n'a déjà pas connaissance de ce que c'est que l'agriculture régénératrice, c'est encore plus complexe. Personne aujourd'hui, on approche des fêtes de Noël, il n'y a personne qui va acheter une dinde d'agriculture régénératrice. Donc du coup, les coopératives, les négoces, les industriels agroalimentaires vont pouvoir jouer 3 rôles sur la diffusion de l'agriculture régénératrice et sur les bienfaits. C'est que premièrement, il faut des indicateurs de suivi, de mesure des performances de l'agriculture régénératrice.
Et ça, c'est permis par les industriels qui vont tracer, qui vont utiliser des indicateurs qui sont reconnus et surtout compréhensibles. En tout cas, demander une remontée de ces indicateurs. C'est ça, exactement. Ouais. Et j'en veux pour preuve, il y a un consortium d'acteurs de l'agroalimentaire qui s'appelle OP2B, One Planet Business for Biodiversity, qui a justement défini un cadre pour l'agriculture régénératrice et une dizaine d'indicateurs pertinents à suivre pour mesurer les progrès sur le long terme. Le deuxième point, je dirais que c'est que ces structures, les COP, les négoces, les industriels, vont permettre un passage à l'échelle de l'agriculture régénératrice. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui peuvent être locales et justement tout ce beau monde. Ouais, ou individuel, en tout cas, plutôt isolé entre guillemets, exactement, ouais. mais pionnière. Et du coup, l'ensemble de ces acteurs va pouvoir passer ces initiatives à l'échelle. Par exemple, il y a Pour une agriculture du vivant, que Sébastien connaît bien, qui a monté avec Blédina, les fournisseurs de Blédina, dont les coopératives agricoles, comme la SCARA, un groupe de travail qui s'appelle Pachamama, avec une trentaine de fermes pilotes, justement sur du pluriannuel, pour expérimenter grandeur nature l'agriculture régénératrice. Donc 1 indicateur, 2 monter à l'échelle, 3... Eh bien, 3, l'agriculture régénératrice aujourd'hui a un coût, il y a un coût de la transition, et on aurait tendance à le faire reposer uniquement sur l'agriculteur. Sauf que c'est toute la chaîne qui finalement doit porter ce coût, ces risques associés que l'agriculteur prend en changeant ses pratiques. Et c'est là où les industriels, les coopératives, les négoces vont pouvoir finalement soutenir, accompagner, sécuriser les agriculteurs, notamment avec des primes filières, par exemple. On va revenir sur cet enjeu, en tout cas, de trouver les bons modèles économiques pour avoir une agriculture durable et aussi durable d'un point de vue économique. Depuis tout à l'heure, on parle de l'agriculture régénératrice. Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement défini les concepts. Moi, j'avais en tête qu'une agriculture régénératrice, c'était une agriculture qui croisait 3 piliers. Une limitation du travail du sol, un allongement des rotations et une couverture permanente des sols. Est-ce que, Michel, je me trompe? Quand on parle d'agriculture régénératrice, on parle de régénératrice de quoi? Oui. Alors, effectivement, en mettant bien le micro sous le menton. C'est bien les 3 principes clés. Hein. Je les répète parce que c'est important. Les rotations longues. En France, il faut savoir, c'est surtout des rotations à 2 cultures. Hein. Le blé et une autre culture, le plus souvent. C'est une couverture permanente du sol. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu présent. Même il y a beaucoup de résistance dans le milieu agricole à couvrir le sol, c'est-à-dire à mettre une culture intercalaire entre 2 cultures principales. Et puis, il y a le non-travail du sol ou la réduction du travail du sol. Alors, ce qu'il faut savoir, le principe sous-jacent derrière, c'est qu'on a besoin d'un sol en bonne santé et que pour avoir un sol en bonne santé, il y a des conditions à faire. Et une des conditions, c'est d'avoir des sols qui sont enrichis en matière organique. Et souvent, les sols se sont appauvris puisqu'en gros, on a extrait plus de matière qu'on en a apporté, quoi. Donc, c'est bien. Donc, il y a une parenté avec l'agriculture de conservation, mais qui met beaucoup l'accent donc, sur la santé du sol, en disant que ça va avoir des répercussions sur la santé de la planète. C'est ça le commun, c'est-à-dire on va séquestrer du carbone qui va compenser au moins une partie du carbone émis en agriculture. Là, pour certains, ça va compenser beaucoup de choses. Là, il y a un petit peu des mythes et peut-être des exagérations. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens, quoi. D'accord. Sébastien, je crois que tu voulais aussi insister sur justement, pourquoi le terme agriculture régénératrice vient entre guillemets remplacer ou pas, et d'ailleurs c'est un débat et j'espère qu'on aura des questions sur le sujet, sur le concept d'agriculture de conservation des sols, voire même le concept d'agroécologie. Est-ce que finalement l'agriculture régénératrice c'est pareil? En fait, c'est une autre façon de décrire l'agroécologie, ou est-ce qu'il y a une spécificité dans ce concept qui est particulièrement mobilisateur? Bon, c'est une très bonne question. Moi, je fais pas mal d'interventions en entreprise, notamment au niveau des services marketing ou RSE, pour clarifier ces sujets-là. Et souvent, j'essaye de sortir du concept pour revenir à la réalité, pour que d'ailleurs cette liste de critères clés de performance d'un système ne soit pas connectée à un concept, mais soit connectée à la réalité. L'agriculture régénératrice, l'agroécologie, l'agriculture de conservation, il y a les mêmes principes derrière. Donc on peut après donner 1000 noms. Demain, ça s'appellera peut-être l'agriculture de la 4e dimension, j'en sais rien. La vraie question fondamentale, c'est qu'un sol, il fonctionne de la même manière depuis 1000 ans, et dans 1000 ans, il fonctionnera toujours de la même manière. Avoir un paysage fonctionnel, c'est la même chose. Donc en fait,
L'agriculture régénératrice, ça vient des pays anglo-saxons, ça a été importé chez nous, notamment par des grands groupes agroalimentaires, dont Danone, pour venir séquencer quelque chose. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un terme, l'agriculture régénératrice, qui vient nous donner une information, c'est qu'avec des pratiques agricoles particulières, on peut venir régénérer un milieu. Et je trouve que c'est une vision très positive. L'agroécologie, pour moi, j'ai fait de l'agroécologie il y a 10 ans. Aujourd'hui, je dis que je fais de l'agriculture régénératrice, mais foncièrement, je fais la même chose. Mais c'est vrai que je trouve qu'agriculture régénératrice, c'est mieux marketé et ça dit quelque chose. C'est-à-dire que le pourquoi de cette agriculture, c'est régénérer la biosphère par des pratiques agricoles spécifiques. Au-delà du comment sur lequel le terme agroécologie, d'un point de vue scientifique, se basait. En gros, l'agroécologie, c'est la mobilisation de processus écologiques à des fins productives. Donc ça, c'est le comment, mais le pourquoi, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est-à-dire que le pourquoi, c'est quoi la proposition de valeur d'une agriculture vraiment durable? C'est la régénération de la biosphère. Parce qu'en fait, on ne préserve pas la biodiversité. On fait en sorte de ne pas casser les cycles qui lui permettent de se régénérer dans un milieu donné. Donc en fait, c'est vraiment une agriculture qui prend en compte que les niches écologiques, il faut les préserver et qu'elles peuvent nous être utiles. Si je préserve la niche écologique du lombric ou du champignon dans mes sols, je vais avoir des services additionnels qui vont m'aider dans mon quotidien. Après, il faut que le rapport coût-bénéfice pour mettre en place ça soit logique d'un point de vue économique. Et c'est bien un défi. En vous écoutant tous les deux, enfin tous les trois même avec Mickaël, on comprend que le régénératrice, c'est pas que régénératrice des sols. Mais c'est qu'il y a bien un enjeu de restauration de biens communs, Michel. C'est peut-être ça sur Oui, quoi c'est il faut ça. insister. Donc ça commence par le sol, ça c'est le pilier, mais on sait que ça va avoir un effet aussi sur la biodiversité, sur le cycle de l'eau, sur les déperditions d'azote, et voire sur la qualité des produits aussi, sur la densité nutritionnelle. Donc on rentre dans des cercles vertueux, et comme le disait Sébastien, c'est quelque chose qui est moteur, parce que l'agroécologie ne montre pas le but. Derrière, il y a comme un savoir-faire. Là, l'intérêt du terme, du concept régénérateur, c'est que ça montre un but, en gros la santé, et tout le monde adhère à la santé. Et au-delà de ce concept mobilisateur, on y reviendra. Tout l'enjeu, c'est de se doter des bons instruments de coordination. On y reviendra avec Mickaël notamment pour que ce soit effectivement mobilisateur et pas qu'une incantation politique ou marketing. Je voulais revenir aussi, Mickaël, sur le mouvement de fond que tu commençais à décrire. On a évoqué Danone. Moi, je me rappelle très bien de leur stand au Salon de l'Agriculture auquel j'ai découvert ce concept-là d'agriculture régénératrice. Je disais, attends, encore un nouveau concept après l'agriculture durable, l'agroécologie, etc. Mais là, on sent quand même qu'il y a un mouvement de fond qui se déploie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça reste véritablement, ça se traduit par des chartes de bonnes pratiques, ça se traduit par des référentiels, des primes filières que tu commences à évoquer? Effectivement, il y a eu un précurseur qui était Danone, et d'autres ont suivi. Nestlé, dans la mobilisation de ce concept-là. Après, effectivement. Mais derrière, ça a permis d'emmener pas mal d'acteurs, finalement, dans cette démarche d'agriculture régénératrice. Et ça permet... Les industriels agroalimentaires, aujourd'hui, déploient des cahiers des charges parce qu'ils sont attendus par le consommateur qui cherche tout un tas d'éléments sur les produits, sur les productions. Donc traduisent ça dans leur cahier des charges, qui derrière donc impute aux coopératives, aux négoces et aux agriculteurs de produire. Donc c'est vrai que il y a quand même aujourd'hui plus de démarches en ce sens, et j'en veux pour preuve une démarche comme l'U-Harmonie, qui initialement était très orientée biodiversité, aujourd'hui s'étend à d'autres enjeux, le carbone, la fertilité des sols, qui viennent couvrir en fait les éléments que Michel et Sébastien ont décrits. Donc on voit un enjeu d'approche systémique, désolé du terme qui est un peu tarte à la crème, quoi. Mais comment on gère dans des cahiers des charges comme celle-ci et dans des modèles économiques demain cet enjeu multicritère, parce qu'on entend beaucoup parler du carbone. Hier, dans les CIMA Innovation Awards, d'ailleurs, AgroSolutions, avec son outil Carbon Extract, a été primé. Mais voilà, on met en avant vachement l'enjeu carbone, ce qui est super. Mais quid des autres indicateurs? Comment on tient compte de cet enjeu de régénération des biens communs diversifiés? Vous parliez de la biodiversité, de l'eau, du carbone, sans, on va dire, se tromper d'indicateurs ou se focaliser sur une dimension qui, potentiellement, j'imagine, peut amener à commettre des erreurs sur les autres dimensions de l'environnement. Michel, peut-être pour démarrer? Oui, en fait, il faut effectivement une multiplicité d'indicateurs. Moi, je suis dans le conseil scientifique de PADV pour une agriculture du vivant. Ouais. On a mis au point justement une batterie d'indicateurs pour voir
quelle est la progression sur une trajectoire. Et l'important, c'est que ces indicateurs, ils sont relatifs au sol. Concrètement, c'est ce qu'on laboure, un peu ou pas du tout. Ils sont relatifs aussi à d'où provient l'azote pour les cultures. Est-ce que c'est de la fertilisation azotée de synthèse ou est-ce que ce sont des légumineuses? Donc, il y a un indicateur par des légumineuses. Il y a aussi tout ce qui est pesticides, c'est fondamental. C'est, comme à chaque fois, c'est une agriculture située, donc qui dépend du contexte. C'est par rapport à un référentiel régional, c'est de combien on est en dessous. Est-ce qu'on est en dessous pour les herbicides de 10, 20, 30%? Et donc, je continue comme ça, on met des notes, en quelque sorte, et ça permet justement de prendre en compte concrètement la diversité des leviers et des points auxquels il faut faire attention. Et donc, on peut noter, voir un score à l'exploitation agricole, et on peut ainsi voir la progression année après année. On peut situer un agriculteur au sein du groupe. Donc ça a été fait pour les grandes cultures, l'arboriculture et le maraîchage actuellement. Et Sébastien, j'imagine que ce type d'indicateur à suivre permet de revenir sur cette progressivité et de montrer les progrès que tu souhaitais, sur lesquels insister. Et on a notamment quelques images qui illustrent Oui. avant-après et puis cet enjeu de progressivité sur lequel tu souhaitais insister. Oui, tout à fait. Ah, retour là. Alors ça, c'est une image que je montre très souvent parce qu'on a deux champs qui sont côte à côte. Et pourtant, après une pluie intense, on voit qu'on a une réaction qui est complètement différente à l'infiltration de l'eau. L'infiltration de l'eau, ça permet de recharger les nappes, ça permet de faire en sorte que l'eau ne parte pas à la rivière parce qu'après, elle part directement dans la mer. On parle souvent de venir stocker de l'eau. Je pense que c'est un enjeu très important. On voit bien que dans les médias, voilà, on a eu un certain nombre d'échauffourées dernièrement, mais je pense que stocker de l'eau sous pleine forme, c'est important. Dont dans les sols directement. Voilà, et donc dans les sols directement. Et donc on voit ici qu'on a un itinéraire technique classique, labour, combiné semis à gauche, et un itinéraire dit régénératif, où en fait on a un couvert végétal et un semis direct. Ça relève de l'agriculture de conservation. Hein. Et donc on voit qu'en fait, à droite, après 6-7 ans de ce type de pratique-là, on a un sol qui est très poreux alors qu'on ne l'a pas travaillé et qui infiltre beaucoup mieux l'eau. Donc on voit bien qu'il y a une série d'actions dans les champs qui permet d'aboutir à une fonction de l'écosystème restaurée. Et on a un ensemble d'itinéraires techniques peut-être pratiques d'un point de vue industriel, mais qui derrière va casser les fonctions de cet écosystème. Et ça, c'est une responsabilité pour le technicien, pour l'agronome, pour les coopératives, pour les industriels, de faire tendre l'agriculture vers ce type de pratique-là. Ça a un coût, et donc moi j'intègre dans ces critères-là, voilà, l'indice de régénération de points d'agriculture du vivant est intéressant. Il y a d'autres critères qui sont générés aujourd'hui, souvent internalisés dans les groupes, et qui s'appuient des fois sur ce type d'outils. Mais l'économie est très importante, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais on peut trouver des itinéraires techniques qui permettent de restaurer en grande partie les fonctions d'un écosystème, qui ne coûtent pas plus cher, voire qui font gagner de l'argent dès la première année, et qui font des fois même gagner du temps. Mais il faut savoir un peu, c'est un travail d'équilibriste où la composante économique est mise en jeu. Parlons-en maintenant de cette progression logique qu'on peut avoir avec les quelques exemples que tu nous as Oui, par exemple, préparés. là, on a un exemple en viticulture. Donc, c'est dans le Bordelais. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille dans le Bordelais pour un certain nombre de châteaux. Et donc, on est sur des vignes étroites. Donc, on a des enjambeurs, c'est très lourd, ça crée des linteaux. Et donc, on a les pratiques usuelles, c'est-à-dire, grosso modo, 98% de ce qui est fait, c'est ce qu'on voit sur la gauche. Alors, ce n'est pas une question de bien ou pas bien, c'est traditionnel. On chausse, on déchausse, on passe très souvent. Et avec l'arrêt des herbicides, on a une multiplicité aussi, ou en tout cas la diminution des herbicides, de passage pour travailler les sols. À l'extrême inverse, on voit qu'on a un système dit agroécologique de niveau 2 ou agriculture régénérative de niveau 2, où on a des couverts végétaux, une forte biomasse qui vient restaurer l'ensemble des niches écologiques finalement qui permettent à une biodiversité riche de venir. Ces résidus végétaux, là, ça produit de la fleur, donc du pollen, du nectar. Ça produit aussi ces résidus de l'alimentation pour les lombriques et les décomposeurs. Ce sont des niches écologiques. Comme on travaille moins les sols, on a une composante qui est plus préservée, mais c'est très compliqué. On voit bien que là, les opérations de taille, etc., peuvent devenir complexes. Donc on a un rapport coût-bénéfice de l'adoption de ce niveau 2 qui est complexe. Par contre, on peut rester dans quelque chose de logique, c'est-à-dire, je mets un couvert riche en légumineuses un rang sur 2, et donc je vais limiter mon travail de sol au début du printemps sur 50% de mon domaine, 2 fois, parce qu'en fait je limite 2 fois le travail du sol, je protège mes sols un rang sur 2, donc j'ai moins d'érosion, j'ai une meilleure infiltration, et je fixe de l'azote, et donc l'idée c'est d'augmenter ce qu'on appelle le volant d'autofertilité à horizon de 2-3 ans pour diminuer peut-être de 20 ou 30 unités d'azote. Et donc on se retrouve dans quelque chose d'intéressant, où en fait on gagne dès le premier jour de l'adoption de ces pratiques-là, dès la première saison, et ça engage pour l'adoption. Sinon on a un taux d'adoption qui est faible, parce que le rapport coût-bénéfice est trop complexe.
Je voudrais qu'on réinsiste sur cet enjeu de réorganisation du travail, qui est quand même un des sujets premiers. C'est bien beau de vouloir tout changer, encore faut-il savoir s'organiser. Et donc, ce qui est intéressant dans ton propos, c'est qu'on peut imaginer déjà des évolutions sans forcément rebasculer, refonder totalement l'organisation du temps de travail de mes salariés, de mes matériels. Il y a des premières étapes qui sont, on va dire, sans être puristes, relativement accessibles. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, et notamment pour les grands groupes avec qui on travaille, les quick wins. C'est qu'est-ce que je fais, quelle est l'action qui va m'apporter le plus de résultats et qui me coûte le moins cher. Parce que cette action-là va être rapidement adoptée. Et je pense que ça relève vraiment du design de système de culture. Et ça se fait en collaboration avec les agriculteurs et les techniciens. Nous, on a la chance de travailler par exemple avec Euralis, qui est une grande coopérative du Sud-Ouest. On forme tous leurs techniciens et on façonne des itinéraires techniques. Et on a cette sorte de graduation. Est-ce que par exemple sur un maïs soja, je peux déjà avoir quelque chose qui soit meilleur? Et on a trouvé des choses qui font gagner significativement du revenu et du temps de travail. Mais ça, c'est parce que c'est un travail collaboratif. On arrive à faire des tours d'1 kilomètre dans le désert, de haut. On peut réussir à faire des systèmes de culture qui protègent la biosphère. Vous voyez ce que je veux dire? L'intelligence humaine peut faire ça. Et ce qu'on voit aussi dans des systèmes du coup que tu exploites, que tu accompagnes en Espagne. Ouais, donc ça, c'est en Espagne, effectivement, pour le groupe Andros. Et là, on a mis en place une expérimentation il y a 2 ans. Et on voit ici qu'en fait, on a réussi, sans apport d'eau et sans irrigation, à faire pousser des couverts végétaux en interrang. Sur des vergers d'abricotiers. Voilà. Et donc, imaginez à l'échelle du paysage, vous voyez, tous les sols sont nus là. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'unique. Pourtant, c'est pas compliqué. Et en fait, l'agriculteur a évité de faire un désherbage, très compliqué d'ailleurs avec des vivaces, parce que le couvert végétal, quand on l'a détruit, il a couvert le sol, et donc il a protégé le sol, et il a évité aux autres mots herbes de pousser. Parce qu'il a pris finalement la seule eau qui est tombée sur le champ, ça a été pour le couvert. Donc on a fait une action de désherbage, une action de stockage de carbone, une action intéressante de structuration et d'amélioration du sol par les racines. Mais ça, c'est de l'évapotranspiration aussi. C'est-à-dire que ça peut réguler le climat si c'est fait à large échelle, parce que le matin, vous avez la rosée. Vous imaginez la quantité de rosée supérieure quand vous avez un couvert végétal sur 3000 hectares par rapport à un sol nu. Et donc, on a une vraie ingénierie des écosystèmes que l'agriculture peut devenir si c'est fait correctement, et ça n'impacte pas forcément toujours le revenu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un price premium quand même. Ouais. Et du coup, Michel, je reviens sur la première définition que vous évoquiez sur l'agriculture vue sous l'angle des services ou l'agriculture vue sous l'angle des impacts. On voit qu'avec ce type de pratique et d'organisation, cette ingénierie des systèmes de production et du paysage associé, c'est ce qu'on entend, on peut considérer l'agricultrice comme fournisseur d'un service et l'environnement fournisseur d'un service à l'homme en retour. En gros, l'agriculture protège l'environnement ou produit un environnement fonctionnel, et l'environnement nous rend des services écosystémiques. Mais est-ce que ce n'est pas là à avoir un rapport hyper utilitariste à l'environnement et à la nature avec un grand N? Et est-ce que du coup, ce n'est pas une forme de capitalisation, désolé du terme un peu de marchandisation du vivant, de capitalisation du vivant, enfin en tout cas d'un rapport hyper économique à l'environnement comme producteur de services? Oui, mais c'est une façon de voir les choses. Mais une autre manière, c'est de dire, je reviens sur que ces agricultures agroécologiques ou régénératrices, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire c'est un changement de façon de penser. Et on apprend tous, quand on a fait des études agronomiques, que les plantes ont besoin d'azote pour pousser. Mais en fait, on a oublié, pendant 30-40 ans ou plus, que les plantes, pour se nourrir et se protéger des perturbations, que ce soit des stress biotiques, qu'on dit donc liés aux vivants, des insectes ou abiotiques, elles ont des alliés. Et quels sont ces alliés? C'est des microbes qu'il y a autour des racines, qu'on appelle la rhizosphère. Et que ces microbes, eux, ils n'ont pas besoin d'azote, ils ont besoin de carbone. Et donc, si on veut qu'ils jouent un rôle, donc par exemple, dans le sol, il y a ce qu'on appelle des mycorhizes, qui sont des champignons filamenteux, en gros, qui prolongent les racines, qui permettent d'extraire plus d'eau, de phosphore, qui les alimentent, qui les protègent aussi contre les agresseurs. Déjà, il ne faut pas les couper quand on travaille le sol, et il faut aussi les nourrir. Et donc, ils ont besoin de ce carbone. Donc, c'est une autre façon de penser le vivant. Mais c'est tout simplement pour boucler les cycles, comme disait Sébastien, pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas qu'une vision utilitariste, c'est basé sur des concepts scientifiques solides.
Et les bienfaits vont bien au-delà du sol, puisqu'après, il y a des répercussions sur le climat, voire sur la densité nutritionnelle des produits, dont on déplore très souvent qu'elle se dégrade. Oui, donc on comprend aussi que ce service rendu, il n'est pas rendu qu'à l'agriculteur. Oui. Et c'est là où on retombe sur le rôle des industriels de l'agroalimentaire, ou même en amont d'acteurs des agroéquipements pour aider à la révélation de ce potentiel. Mais pour les industriels de l'agroalimentaire, voire d'autres acteurs de l'aménagement du territoire, il y a cet enjeu, ces services rendus entretenus par des agriculteurs ne bénéficient pas qu'aux agriculteurs. Michael. Non, effectivement, Pierre. Enfin, de toute façon, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, de pérennité de l'approvisionnement en alimentation qui est important. Et donc, comme le montrait Sébastien au travers de ces exemples, l'agriculteur, il est concerné s'il n'est pas capable de produire. Mais derrière, c'est quand même toute la société qui est impactée par la production agricole. Et, comme le disait Michel, par ces notions de bien commun. La biodiversité, la ressource en eau, on est sur du bien commun qui finalement n'est pas que du simple ressort de l'agriculteur. L'agriculteur, il est utilisateur, il est gestionnaire de ce patrimoine, mais la société l'est aussi et en bénéficie. Et est-ce que tu penses, parmi tes clients, aujourd'hui industriels de l'agroalimentaire, qu'on a une conscience réelle est-ce qu'il y a une urgence concrète, économique, ressentie dans les faits chez ces industriels, ou est-ce qu'on est encore dans attends, il faut qu'on arrive à vendre plus de produits et donc on va marketer notre démarche de progrès. Est-ce que c'est qu'un enjeu marketing ou est-ce que c'est aussi devenu un enjeu industriel, opérationnel, logistique pour ces industriels? La prise de conscience, elle est quand même beaucoup plus importante ces dernières années qu'il y a 5 ou 10 ans. Ça, c'est évident. Et c'est en ça qu'une approche comme l'agriculture régénératrice arrive à fédérer un écosystème d'acteurs qui peuvent se rassembler autour de valeurs, les enjeux, l'eau, la biodive, le sol, ça parle à tout le monde. Donc ça permet de fédérer, et derrière, forcément quand on fédère, les gens mettent en place des politiques, des stratégies pour cela. Ça se voit chez les industriels agroalimentaires qui raisonnaient auparavant enjeu par enjeu. Il y avait quelques initiatives de manière isolées. Peut-être un peu opportuniste, et de manière faut se le dire. Voilà, plutôt à l'opportunité, effectivement. Et aujourd'hui, il y a des concepts plus transversaux, de vraies démarches qui émergent, avec une volonté finalement de valoriser les bonnes pratiques que les agriculteurs peuvent mettre en place et les services écosystémiques qui sont rendus via ces bonnes pratiques. Sébastien, une autre question. Est-ce que, au-delà de la mise en place des bons indicateurs, des bonnes pratiques, est-ce que, du point de vue de la profession elle-même, et puis je poserai la même question à Michel, est-ce que la profession s'est emparée elle-même de cette nouvelle responsabilité ou cette nouvelle fonction en termes, j'allais dire, d'identité professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, un agriculteur, c'est un producteur d'environnement au même titre qu'un producteur agricole? Est-ce que c'est pensé politiquement, ça, selon vous? Je vous fais vous mouiller un petit peu, mais... Ouais, non, mais en fait, aujourd'hui, moi, j'opère même des typologies et des segmentations quand on met en place un plan de transition auprès de plusieurs centaines d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a les pionniers qui n'ont attendu personne. Et ils ont commencé il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, voire plus. Et c'est grâce à eux que des générations d'agronomes comme moi pouvons faire notre métier. Moi, j'aime bien rendre à César ce qui est à César. On a des agriculteurs pionniers, des agronomes pionniers. Souvent peut-être un peu décriés. Qui ont été décriés, qui ont dû lutter dans un environnement très contradictoire et qui aujourd'hui ont pu donner un leg à des générations comme les miennes qui pouvons travailler, développer des entreprises de façon plus aisée. Maintenant, est-ce que globalement le monde agricole se voit comme ça? Je dirais non. Il y a des formes de résistance à tous les niveaux. Et puis je vais vous dire, quand on a acheté une charrue l'année dernière et une herse rotative cette année, ça pèse sur le bilan. On ne va pas commencer à tout révolutionner si d'un coup il y a je ne sais quel industriel qui nous demande de faire l'agriculture régénératrice et qu'il faut réduire le travail de sol. Donc il y a une forme de progression qui est réelle, et le fait que les industriels et les coopératives aujourd'hui vont du même front pour développer cette agriculture, ça va aller très vite. Parce que si j'ai un contrat d'achat qui me fait gagner 20 ou 25 euros à la tonne supplémentaire parce que je change mes pratiques, je vais le faire. Par contre, si on me dit, vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire du bien à l'environnement, mais derrière, ça ne se traduit pas
en filière qualité, où ça ne se traduit pas en quelque chose qui vient reconnaître le travail fourni. Oui, on peut même imaginer en termes de politique publique, hein, de repenser Alors, les politiques services publiques sont là aujourd'hui. environnementaux. Il y a des subventions pour certains types de matériel, etc. Mais par contre, aujourd'hui, moi j'ai toujours été persuadé que c'était le secteur privé qui allait faire opérer la bascule. Et là, on a les acheteurs majeurs agroalimentaires et du luxe qui ont basculé vers l'agriculture régénératrice avec une vraie sincérité, une vraie envie et un travail collaboratif avec les filières. Donc ça, c'est très positif. Ils savent que ça va prendre un certain temps et c'est des objectifs à horizon 2030, 2035, 2040. Par contre, il faut y aller. Et je pense que la politique économique derrière les filières est essentielle pour opérer ce changement à des échelles importantes. Voilà. Michel? Oui, d'accord avec Sébastien, il y a une très grande diversité d'acteurs. Il y a des agriculteurs pionniers. Et actuellement, il y a une opportunité parce que justement, on met en avant ce bien commun, la santé globale, qui fait adhérer beaucoup de monde. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour que ça fasse ses preuves, il faut des changements dans l'ensemble de la filière, de l'amont de l'agriculteur, l'agrofourniture, à l'aval, coopérative, industrie agroalimentaire. Et que actuellement, il y a un frémissement, mais un risque. Le risque, c'est que ça reste un petit peu superficiel. C'est ce qu'on appelle le greenwashing, en quelque sorte. Et en gros, tout le monde va être d'accord sur le but, sur le sens. Personne ne s'oppose à ça, à la régénération. Mais c'est difficile de dire qu'on est contre l'agriculture régénératrice de bien commun. Oui, c'est ça. Et par contre, après, concrètement, on a vu, il faut changer les choses, il faut changer les pratiques. Donc, il faut changer le matériel agricole. Il faut quand même diversifier les cultures. Il faut plus de légumineuses. Et par exemple, dans la recherche, les légumineuses, c'est un des leviers clés pour cette transition. Et c'est pas toujours évoqué dans le mouvement, dans cette mouvance. Et si on veut des légumineuses, il faut des semences, il faut de la R&D, et puis après, il faut les acheter. Si c'est pour nourrir des animaux, on en a déjà beaucoup, c'est pour nourrir nous. Donc, il faut que le consommateur change ses habitudes alimentaires. Donc, on voit qu'on est dans une période de frémissement, mais je ne suis pas sûr qu'on a saisi toute l'ampleur des changements à coordonner pour l'ensemble des acteurs. À l'échelle des filières, mais un agriculteur, lui, il est engagé dans plusieurs filières à la fois. Donc c'est bien beau que l'industriel de l'agroalimentaire du blé se dise moi j'aurai des bonnes pratiques sur le blé, mais sauf que ça concerne qu'une toute partie de sa sol. Voilà. Et donc il y a aussi un enjeu peut-être à interfilière à penser, et peut-être aussi à l'échelle d'un territoire. Michael, je sais que AgroSolutions travaille aussi sur cette notion de rémunération de services environnementaux qui peuvent s'exprimer à l'échelle d'un territoire, intégrer des filières agroalimentaires, mais pas forcément. Je pense à la question de l'eau, par exemple, ou la question de la biodiversité. Effectivement. Comme voilà, ce qui a été dit précédemment par Michel et Sébastien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs comme Soufflet, par exemple, mais les coopératives agricoles, tu parlais de Ralis, Sébastien, sont des acteurs de territoire. Elles gèrent un territoire. Et le fait qu'elles s'engagent sur des démarches type agriculture régénératrice vont permettre d'harmoniser déjà leur cahier des charges. C'est ce qu'a fait Soufflet sur ses filières avec Semons du Sens. Peu importe si ça vient de l'industriel X ou Y, Soufflet un cahier des charges et promeut son blé. Ce qui est intéressant, c'est que tu renverses aussi le rapport de force. C'est la coopérative qui propose un cahier des charges à l'aval plutôt que l'inverse. Tout à fait. Et derrière, au-delà de ça, c'est qu'ils vont travailler sur des enjeux propres à leur territoire, spécifiques à leur territoire, et œuvrer à la résilience. Enfin, on n'en parle pas assez. Tout à l'heure, Sébastien nous montrait une image où, effectivement, plus de rosée, effectivement, avait un bénéfice global sur le territoire. Et je rejoins ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les politiques publiques à déployer sur un territoire donné pour promouvoir, alors ça s'appelle l'agroécologie, de l'agriculture régénératrice, mais on est dedans. Le programme Néocoop en Nouvelle-Aquitaine, c'est pour accompagner la transition agroécologique des coopératives. Porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Justement, ça me permet d'évoquer, petit instant autopromo, un programme porté par AgriSud-Ouest Innovation qui s'appelle Sol Novo, dans lequel vous êtes directement ou indirectement impliqué et qui vise à accompagner par de la formation, par de l'expérimentation et par du financement des agriculteurs dans leur transition vers l'agriculture régénératrice. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques minutes pour donner la parole aux participants qui nous ont écoutés religieusement. Merci à vous d'être nombreux. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions ? Alors, j'ai l'habitude, pour ceux qui me connaissent, de désigner des gens dont je croise le regard si jamais une main ne se lève pas. Donc, je vous invite à lever votre main. En plus, faites gaffe, j'en connais certains, donc je vais pouvoir même les appeler par leur nom.
3, 2, 1. Thierry, du coup, voilà. Thierry Véronèse, donc il travaille chez Ovalie Innovation, filiale de groupe coopératif, dédié à l'innovation. Merci, j'étais sûr que ça allait tomber sur moi. Donc. Alors donc moi effectivement c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Nous on travaille, on est une structure de recherche-développement pour des coopératives du Sud-Ouest et on se pose une question depuis maintenant quelques années sur comment déployer finalement cette stratégie d'agriculture régénératrice. Alors il y avait l'agriculture de conservation, effectivement maintenant on évolue vers d'autres terminologies plus complète. Mais le point essentiel qui se pose, c'est comment on transforme ça effectivement en modèle économique de manière à faire émerger, à motiver les agriculteurs à se lancer sans d'une certaine manière, entre guillemets, la carotte qui va bien, on va avoir un peu du mal. Alors du coup, j'ai effectivement beaucoup apprécié certaines pistes, comme effectivement le fait que les gros acheteurs, les gros acteurs de l'agro-industrie seraient demandeurs et pourraient faire émerger ce modèle économique. Quid des pouvoirs publics? Comment vont évoluer les différentes réglementations? Est-ce qu'il y a un levier aussi de ce côté-là? Je ne crois pas qu'on l'ait mentionné, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais poser la question à ce sujet-là. Si on reformule la question, je vais reprendre le micro en même temps. Est-ce que on est toujours sur des politiques publiques qui dédommagent un potentiel manque à gagner par la mise en œuvre de pratiques respectueuses dans l'environnement, ou est-ce qu'on va vers une véritable reconnaissance, là encore, de ce rôle contributeur à un environnement sain, à une santé globale de l'agriculture? Michael, est-ce que tu veux commencer Oui, je peux donner des pistes de réponse, effectivement. Il y a un système, tu en parlais tout à l'heure, Pierre, de paiement per services environnementaux. Alors, bon, certains disent qu'il est mort dans l'œuf et que finalement, ça ne verra jamais le jour, mais n'empêche que derrière cette idée de paiement pour services environnementaux, c'est que pour les pratiques déployées plus favorables, vertueuses pour la régénération de tout un tas d'enjeux, l'agriculteur est rémunéré pour ça. Donc, on monétise en fait des externalités positives générées sur une exploitation agricole. Ça, c'est une piste. On a parlé des primes filières. Bon, pas trop acteur territoire. Et derrière, il peut très bien aussi y avoir, parce que ce qui peut freiner aujourd'hui, c'est l'aversion au changement de pratique. L'aversion au risque. Voilà, l'aversion au risque, parce qu'effectivement, je modifie mes pratiques, ça peut faire peur de temps en temps, sauf quand on est bien accompagné. Mais il peut y avoir un fonds mutualiste, ça s'est déjà vu en Italie, dans la plaine du Pô, pour l'arrêt des néonicotinoïdes. Donc là, c'est vraiment les agriculteurs et soutenus notamment par la région, publique, ouais. Oui, effectivement, qui a monté ce fonds mutualiste. Et donc, je ne traite pas mes semences de maïs, je les sème. S'il y a des dégâts, je suis couvert. C'est une piste aussi, comment impliquer davantage les pouvoirs publics, sachant que le terme régénératif est inscrit dans la réglementation européenne aujourd'hui de l'agriculture régénératrice. Sébastien, pareil, une réaction sur les MAE, les MAEC, la façon dont l'éco-conditionnalité de certaines pratiques. Ouais. Est-ce qu'on est sur une logique administrative de contrôle des moyens, ou est-ce qu'on est dans une logique de reconnaissance de la contribution de l'agriculture? La réponse est un petit peu dans la question, je l'admets, mais je voulais te faire réagir là-dessus. Non, mais en fait, ça fait très longtemps qu'il y a des politiques publiques en faveur de ce type de pratique-là. Ça fait très très longtemps. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait opérer un changement. C'est toujours une question de rapport coût-bénéfice. Il faut que le bénéfice soit quasiment 5 ou 7 fois plus intéressant que le coût. Et donc, c'est compliqué des fois dans ce cadre-là. Après, il y a la question de la contrainte. Aujourd'hui, avec la nouvelle PAC qui est en train d'émerger, et notamment avec des indicateurs comme la couverture des sols, je vous garantis qu'il y a des choses qui vont forcément aller dans ce sens-là. Ça va dans le sens de l'agriculture régénératrice. Et c'est un levier administratif. Et derrière, il y a quand même... la PAC est peut-être la subvention la plus importante sur toutes les exploitations agricoles aujourd'hui. Ceci dit, je pense qu'il faut avoir une vision très économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre que de subventions. Et moi, ce que je fais sur l'exploitation, c'est toujours j'essaie de trouver comment je fais pour augmenter le revenu hors PAC et même hors MAE, etc., pour que ça soit un peu la cerise sur le gâteau.
Et je pense que c'est important d'avoir une vision de ce type-là, sinon ça veut dire qu'on a une agriculture qui n'est pas pérenne, qui n'est pas rentable. Et se lever le matin en sachant qu'en fait on est juste une sorte de fonctionnaire décentralisé de l'Europe ou de l'État, c'est un problème. Enfin, en tout cas pour moi, et je pense que c'est un problème pour beaucoup d'agriculteurs. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours eu des politiques publiques, il faut piocher dedans en fonction de sa localisation et de son envie. Par contre, en soi, il faut que le modèle économique sur l'exploitation soit rentable. Aujourd'hui, avec le prix des intrants qui est très cher, le prix du carburant qui est très cher et de la main-d'œuvre, l'agroécologie ou l'agriculture régénératrice devient rentable parce que dès que je commence à diminuer ces facteurs de production, j'augmente ma rentabilité nette. Ce qui n'était pas vrai il y a 40 ans, où plus j'en mettais, plus ça fonctionnait. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un momentum technico-économique favorable à ce type d'agriculture. Michel, est-ce que cette question, j'imagine que vous partagez les principes évoqués à l'instant, mais je voudrais revenir sur cette question de la contribution d'acteurs de filière, d'acteurs de territoire et des politiques publiques à reconnaître formellement la notion de producteur d'environnement. Est-ce que vous pensez que là contient une clé un peu de la mobilisation? À mon avis, la PAC n'aide pas tellement finalement. Bon, c'est une aide, une contribution financière, mais ce n'est pas le plus stimulant. Là, je pense à une initiative dans le sud-ouest, c'est l'agence de l'eau à Dour-Garonne, qui a financé des projets, des réalisations par rapport justement à l'eau, c'est-à-dire économiser l'eau, donc la stocker plus, et puis avoir une eau moins polluée. Avec une logique de rémunération au résultat. Oui. Alors, ce qui est important, il y a deux choses. Il y a l'aide financière, bon, ça coûte, mais bon, voilà. Mais surtout, c'est toute l'émulation que ça crée. C'est fondamental, c'est la connaissance, l'appropriation de ces connaissances. Et le fait d'enclencher un processus localement qui engage des agriculteurs et que d'autres agriculteurs peuvent connaître en allant voir, c'est quelque chose qui est un à côté des finances, mais qui joue un rôle fondamental pour passer à l'échelle. Une forme de reconnaissance aussi par les pairs, par la filière, par l'agence de l'eau, en termes économiques, mais pas que. C'est ça que j'entends. Ça ne se traduit pas que par des primes ou de l'argent. Ça crée une émulation, ça fait un peu le buzz au bon sens du terme, dans ce qui peut aider à passer à l'échelle. C'est-à-dire après, sans forcément avoir toujours des subventions derrière. Puisque, comme disait Sébastien, au bout d'un certain temps, on peut être gagnant de toute façon financièrement. Le coût, il est financier au départ, mais il est aussi cognitif. Et encore une fois, c'est des éléments sur lesquels on sera extrêmement vigilant dans le programme Sol Novo que j'évoquais tout à l'heure, ce programme qui couvre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine et qui vise à accélérer la transition vers l'agriculture régénératrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et attention, même menace, s'il n'y a pas de main qui se lève, je désigne. Merci, madame. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, alors Lucie Debure, journaliste pour Entraide. Je me posais la question... En collant bien le micro, pardon. Je me posais la question, comment... est-ce que ce n'est pas une certification supplémentaire qu'on demande aux agriculteurs, dans le sens où il y a déjà la HVE, des certifications pour accéder à certains marchés. Comment on les embarque et comment... Oui, est-ce que comment on ne pas... fait pas une contrainte supplémentaire ou un coût supplémentaire, tout simplement, pour accéder à des marchés? Est-ce qu'on est sur un énième label, une énième norme ou une réglementation, ou est-ce qu'on est sur, là encore, un mouvement de fond et une autre façon de concevoir les choses? Michel, pour commencer? Oui, effectivement, on peut le voir comme ça, comme quoi c'est un coût et tout ça, mais on peut le voir comme une chance. Parce que ce type d'agriculture, ça donne un sens différent, ou un véritable sens au métier d'agriculteur. Est-ce qu'il est perçu par les agriculteurs? C'est ça la question. Est-ce que, en gros, ça devient une nouvelle contrainte? En gros, allez, hop, c'est bon, encore un cahier des charges. Oui. Merci. Et puis d'ailleurs, en plus, quelqu'un va m'auditer. Bim. Ou est-ce que c'est vraiment... Non, parce que moi, je pense que ça donne du sens à l'activité d'agriculteur. Et ça n'a pas de prix non plus. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'agriculteurs, notamment, je connais plus le monde de l'élevage, c'est un petit peu différent, mais qui sont en situation extrêmement difficile. L'agriculteur se réapproprie en quelque sorte son milieu, son territoire. Et la mise en œuvre des principes qu'on a décrits, donc ça demande tout un savoir-faire, mais le cheminement pour mettre en œuvre ces pratiques novatrices qui régénèrent, à la fois donc pour lui-même, pour économiser de l'intrant, mais pour la société, ça donne non seulement un but, mais ça donne un but, c'est pour la société, pour l'ensemble des acteurs, mais pour l'agriculteur, ça donne aussi du sens à son activité. Mais il est créateur.
C'est fondamental, ça. De l'intérêt peut-être que la profession elle-même C'est pour se ça que réapproprie cette notion-là pour en faire C'est pour un ça fer que de lance politique les aussi. visites de groupe dynamiques, tout ça, professionnelles. c'est fondamental. Et Michael, est-ce que dans justement les démarches de progrès que vous accompagnez aux côtés d'industrie de l'agroalimentaire, comment on évite l'écueil évoqué par Madame de faire percevoir ces nouvelles exigences, entre guillemets, justement comme des nouvelles contraintes rendues aux agriculteurs? Ouais. Bah déjà, je voulais rebondir sur HVE, par exemple. Il n'y a aucune valorisation économique pour l'agriculteur, sauf peut-être en vigne, en viticulture. Ouais, ou accéder à certains marchés. Voilà, pour Ouais. accéder à certains marchés. Sinon, la valeur derrière qui est générée, vraiment quand on part du consommateur et qu'on revient jusqu'à l'agriculteur, elle est proche du néant. Ouais, c'est presque une condition d'accès au marché dans certaines filières que véritablement une rémunération C'est ça. supplémentaire. Et là, comme le disait Michel, mais aussi, voilà, la teneur des échanges de ce matin, c'est qu'il y a une opportunité de fédérer autour d'un mouvement, d'être au-delà d'un simple concept marketing, mais plutôt dans le marketing de la preuve, parce que oui, on est capable d'améliorer les performances environnementales tout en continuant de produire et en étant résilient. Et ça, derrière, ça doit pouvoir se monnayer au-delà d'un label, d'un énième label ou d'une énième démarche en parallèle de celle qui existe déjà. Sébastien, pour tirer le fil de la question, est-ce qu'il faut attendre de l'aval qu'il nous incite, nous, agriculteurs, entre guillemets, à nous engager dans l'agriculture régénératrice, ou est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, comme on l'évoquait tout à l'heure, à renverser le rapport de force, entre guillemets, ou en tout cas le rapport de contribution au service rendu aux consommateurs? C'est une question complexe parce qu'en fait, les efforts pour aller vers ce type d'agriculture sont faits parce qu'on a une conscience intime que ces actions dans les champs ont des conséquences. D'ailleurs, tous les pionniers, ils ont une relation à la nature et à leurs actions qui est particulière. Ils ont une façon de penser qui est particulière. On parlait d'approche système. Pour moi, l'approche système, c'est avoir une plasticité cérébrale qui permet de comprendre que quand je touche un levier là, ça fait bouger 3 ou 4 autres leviers derrière. Et ça, quand on l'a pas, ou quand on s'en fiche, ou quand on ne perçoit pas, parce qu'on n'a pas été formé ou autre, ce décalage, enfin ce qui peut arriver avec un certain nombre d'actions, eh bien on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc il faut une motivation, et la motivation filière, j'ai ma coopérative qui me propose un contrat filière, et si je mets en place tel et tel type de pratique, et si j'ai un audit, malheureusement, oui, aujourd'hui c'est les audits, alors il y a de plus en plus de choses qui sont faites par satellite, mais il y a toujours un bonhomme qui vient sur la ferme, il faut que ça soit le plus agréable possible, il ne faut pas qu'il y en ait 50, mais c'est vrai que ça se démultiplie un peu et que ça agace les agriculteurs. Mais en fait, ce contrat filière, avec un prix supérieur ou des modalités contractuelles un peu différentes qui donnent de la sécurité, ben c'est important parce que ça touche le revenu et la stabilité financière de l'exploitation. Donc je dirais que pour la majeure partie des agriculteurs, c'est ça qui va leur permettre de s'engager. Et petit à petit, parce que ces programmes-là, souvent, ils sont couplés à de la formation, du travail de groupe avec d'autres agriculteurs, de l'expérimentation, eh bien, il y aura une prise de conscience que eh bien, ce que j'ai montré tout à l'heure avec ces 2 champs, c'est de la réalité, c'est tangible, faut arrêter de dire scientifique tout le temps, on dirait c'est la vraie vie, quoi. C'est de l'agronomie, surtout. C'est de l'agronomie. Voilà, c'est avant tout de l'agronomie. Est-ce qu'on a la chance d'avoir un agriculteur ou une agricultrice parmi l'auditoire qui voudrait réagir? Non? Ils doivent être dans les allées du salon. Du coup, j'ai perdu l'idée que j'avais. Je me demandais en t'écoutant, ça y est, c'est revenu, Sébastien, et en vous écoutant tous les trois, s'il n'y a pas un enjeu, encore une fois, à faire partager la question de la charge mentale sur l'agriculture régénératrice et la transition agricole. Est-ce que c'est que le boulot des agriculteurs? Et en vous écoutant, on comprend qu'on loin de là, loin de là. On a besoin et des agriculteurs évidemment, mais aussi des conseillers et des technico-commerciaux qui les accompagnent. On a besoin en amont de solutions techniques et technologiques qui sont utiles et qui sont accouplées à des solutions basées sur le vivant pour pouvoir avancer. Et puis on a besoin d'acteurs des filières et des territoires qui viennent conforter et sécuriser ces pratiques. Et puis, et ce sera peut-être le mot de la fin si vous en êtes d'accord, avec un enjeu de reconnaissance au sens large du terme, reconnaissance économique, mais aussi peut-être une reconnaissance sociale et professionnelle qui n'est pas complètement acquise, sauf erreur, mais qui me semble être une voie clé du succès. Sébastien, tu veux réagir sur ce mot de la fin pour en rajouter Oui, parce que je me souviens dans la préparation, on avait dit quelque chose qui était important. Pour moi, on est à un tournant
C'est-à-dire qu'on reconnaît le rôle de l'agriculture comme étant producteur de denrées alimentaires, mais aussi qui permet de régénérer un écosystème. C'est de l'ingénierie d'écosystème. Et cette responsabilité sur une activité industrielle qui couvre par exemple en France 45% des surfaces, c'est majeur et massif. Si on veut de l'eau propre, si on veut de la biodiversité, si on veut un paysage fonctionnel, si on veut un climat régulé, l'agriculture a un rôle majeur. Et je trouve que cette vision positive de l'agriculture régénératrice qui permet enfin de lier tous les acteurs des filières, je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense que c'est nécessaire si on veut être à 10 milliards sur Terre en paix et manger. Michael, de la même façon, un petit mot de la fin sur ce rôle contributeur, cette notion de paiement pour services environnementaux. Est-ce que tu sens que ça se concrétise, ça se consolide ou ça reste encore un vœu pieux? On va attendre de voir concrètement quand même qu'il y ait des éléments tangibles, mais il y a de plus en plus d'initiatives, de démarches qui se mettent en place. Donc, nous, en tout cas, chez AgroSolutions, on travaille fermement sur les paiements pour services environnementaux. On est convaincu qu'il faut donner une valeur sur tous les services rendus par l'agriculture, dans la continuité de ce que disait Sébastien. Et on œuvre... Et avec un enjeu de quantification de ça, hein, c'est encore une fois l'objet du CIMA Innovation Awards que vous avez indicateurs mesurés, reçu. prouvés. Et c'est comme ça que l'agriculture régénératrice ne restera pas un énième terme galvaudé, mais bien un concept réel, avec une réelle application agronomique. Michel, pour conclure. L'agriculture régénératrice, c'est l'agriculture basée sur le vivant. Le vivant, c'est quoi? C'est les plantes. Avoir en tête qu'en France... Et les animaux. Oui, mais il y a les terres agricoles arabes annuelles. 4 cultures, c'est 90%. Hein. Le blé, le maïs, le colza, le tournesol. Et c'est donc fondamental, les intercultures. Donc il y a un champ des possibles considérable. Le nombre d'espèces qu'on peut choisir ou associer est beaucoup plus grand que le nombre de cultures. La deuxième chose pour le vivant, c'est dans le sol. Et ça, on ne le voit pas. Et donc c'est là qu'il faut repenser complètement la manière de faire l'agriculture. Et la troisième chose, c'est très connu de la recherche, mais on n'en parle pas dans la culture, c'est le paysage. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire, si on veut réduire les bioagresseurs, on sait qu'il faut une diversité au niveau du paysage. Et donc, il faut que l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, y compris le consommateur, soient conscients qu'une agriculture basée sur le vivant, c'est les plantes, le sol et les paysages, et que les technologies, elles viennent en accompagnement pour développer. Ce n'est pas les technologies d'abord avec des systèmes simplifiés. On fait fausse route, on fait la demi-route, on n'atteindra jamais les objectifs importants qu'on a rappelés. Donc c'est d'abord l'agriculture basée sur le vivant qu'on accompagne par les technologies. Super mot de la fin. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Merci à tous pour votre écoute. Et puis je vous invite à les applaudir pour les remercier de ces enseignements partagés. Bonne journée à tous.